Mes beaux-parents ont fêté la naissance du bébé de la maîtresse de mon mari. J'ai donc remis les papiers du divorce à la baby shower. Bonjour, je m'appelle Lex. On dit que chaque famille a ses secrets, mais la mienne ne se contentait pas de les garder, elle les célébrait. Ils ont organisé une baby shower pour la maîtresse de mon mari avec du champagne, des toasts, des applaudissements, pendant que je me tenais à l'arrière, portant le silence qu'ils m'avaient imposé pendant des années. Ils m'ont traité d'exagéré quand j'ai cessé de sourire, d'ingrate quand je posais des questions. Et quand j'ai finalement parlé, je n'ai pas élevé la voix. J'ai levé ma plume. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive quand la personne discrète arrête de jouer le jeu? Les dîners du dimanche chez mes beaux-parents s'accompagnaient toujours d'un mal de ventre, qui ne venait jamais de la nourriture. Vera, ma belle-mère, était une excellente cuisinière. Ses lasagnes avaient remporté des prix au festival d'automne de son église, et elle s'assurait que tout le monde le sache. Mais le vrai menu était tacite, un sarcasme en fines tranches, une portion généreuse d'agressivité passive, et le genre de jugement que l'on pouvait ressentir avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Ce soir-là n'était pas différent. Je me suis garé dans leur longue allée manucurée à Charlotte, pile à l'heure. Pas assez tôt pour paraître désespéré, pas assez tard pour être accusé de manque de respect. J'avais passé les 45 dernières minutes dans ma propre cuisine à terminer le gratin que Vera avait demandé, en mentionnant spécifiquement qu'elle n'avait pas eu le temps de préparer un vrai accompagnement cette semaine. J'ai souri en le lui tendant à la porte, mais elle a à peine levé les yeux de son téléphone. « Oh, bien », a-t-elle dit en jetant un coup d'œil au plat couvert. « Tu n'as pas oublié. »« Je n'oublie jamais », ai-je répondu. La maison bourdonnait déjà du mélange familier de la playlist de musique classique soigneusement sélectionnée de Vera et des rires des frères et sœurs de Dorian qui résonnaient depuis la salle à manger. Je suis entré, j'ai placé mes chaussures proprement près du tapis et une autre règle tacite et je me suis dirigé vers la table. C'est là que je l'ai vu, un nouvel agencement des places. Au lieu d'être à côté de Dorian comme d'habitude, mon carton nominatif avait été déplacé, placé tout au bout de la table, près de la porte battante de la cuisine. Pratique pour aller chercher plus de vin, peut-être, ou pour débarrasser les assiettes, mais certainement pas une place d'honneur. La nouvelle place de mon mari était désormais à côté d'Astria, sa sœur, et de leur jeune cousin d'Atlanta, qui avait une voix de stentor et un amour pour les commérages. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement assise. C'est ça, avec l'humiliation à long terme. Elle ne s'accompagne pas toujours de cris ou de portes qui claquent. Parfois, elle est silencieuse. Parfois, c'est une réorganisation polie des chaises. Le dîner a commencé comme toujours. Les plats ont circulé, le vin a été versé, et les petites conversations ont tourné autour de la table comme une pièce de théâtre bien répétée jusqu'à ce que Vera lève son verre et tourne son attention vers moi. « Nous parlions justement de petits-enfants tout à l'heure, dit-elle doucement. Tu sais, Lex, ça fait quoi, 7 ans maintenant? Nous continuons de prier. Peut-être qu'un jour tu nous surprendras. Les rires furent légers au début, juste quelques-uns. Astria eut un sourire narquois dans sa serviette. Dorian se racla la gorge et remplit son verre de vin. Je lui ai rendu son sourire, aussi fin que du parchemin. Peut-être. Ce que je voulais dire, c'était, nous savons tous les deux que ton fils avait un faible taux de motilité il y a 2 ans. Ce que je voulais dire, c'était, tu ne m'as jamais demandé une seule fois ce que je ressentais à l'idée d'avoir des enfants. Ce que je voulais dire, c'était, j'ai été enceinte une fois et j'ai fait une fausse couche, et aucun de vous n'a remarqué que je n'étais pas venu dîner cette semaine-là. Au lieu de cela, j'ai fixé les carottes rôties et j'ai hoché la tête. Plus tard, après le dessert, je me suis excusé pour aller dans la chambre d'amis vérifier un courriel professionnel, ma retraite habituelle lorsque la pression commençait à m'oppresser les poumons. La pièce sentait la lavande et la poussière. Je me suis assise sur le bord du lit, j'ai ouvert mon téléphone, et c'est là que je l'ai vu, identifié sur Facebook. C'était Dorian, souriant, la main sur le ventre arrondi d'une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était jeune, cheveux bruns, boucles douces portant une robe rose poudrée qui lui donnait l'air du printemps même. La légende disait, impatient de rencontrer notre petite bénédiction. Je l'ai fixé pendant 1 minute entière avant que mon cerveau ne puisse traiter quoi que ce soit d'autre. Puis les commentaires se sont chargés. Vera, tellement fière de vous deux. Astria, la famille s'agrandit et se renforce. Mon souffle s'est bloqué quelque part entre mes côtes. J'ai eu envie de jeter le téléphone à travers la pièce, mais au lieu de cela, je l'ai posé soigneusement. Mes doigts tremblaient. Mes lèvres se sont entr'ouvertes, puis se sont refermées.
Personne n'avait mentionné de bébé. Personne n'y avait même fait allusion. Et les voilà, à les féliciter. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, mais finalement, le son des rires en bas a percé le brouillard dans ma tête. J'ai lissé les plis de ma robe et je me suis levée de la même manière que je l'avais fait 1 millier de fois auparavant, maintenant ensemble la version de moi-même qu'il préférait. J'ai marché dans le couloir. Chaque pas semblait long d'1 kilomètre. Dans la cuisine, la vaisselle avait été empilée proprement, et le plat que j'avais apporté était entièrement vidé, comme si je n'y avais jamais touché. J'ai pris le plat, je l'ai rincé silencieusement dans l'évier. Puis je me suis retourné. Dorian était appuyé contre le comptoir, faisant défiler son téléphone. Il a levé les yeux, surpris de me voir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste regardé. Et pour la première fois en 7 ans, je n'ai pas vu mon mari. J'ai vu un inconnu portant le visage de quelqu'un en qui j'avais cru. Sa bouche s'est légèrement ouverte, peut-être pour expliquer, peut-être pour mentir. Je lui ai souri, mais ce n'était pas le genre de sourire auquel il était habitué. Il n'a pas dit un mot, il a juste cligné des yeux, comme s'il ne pouvait pas croire que j'étais là. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une scène. J'ai rincé le plat à gratin, me suis séché les mains, et je suis sorti de la cuisine sans un autre regard dans sa direction. Ce sourire que je lui ai adressé, ce n'était pas pour lui. C'était pour moi. Le genre de sourire qui marque le début d'un tournant. Pas une dépression, pas une explosion, mais le moment où une femme cesse de prétendre qu'elle ne voit pas ce qui a toujours été là. Une semaine a passé, et j'ai maintenu ma routine parce que c'est ce que font les bonnes épouses. Elles se présentent, restent calmes, portent des gratins et le silence, et j'avais encore un rôle à jouer. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit le matin où Vera a appelé, me demandant si je pouvais venir plus tôt pour aider à préparer le brunch du dimanche. Sa voix était sèche, comme toujours, mais il y avait quelque chose de plus cette fois, une note de gaieté si forcée qu'elle m'a fait hésiter avant de répondre. Je serai là dans 30 minutes, ai-je dit, même si je savais déjà que je viendrais. Même si j'avais déjà préparé des scones au citron la veille. C'était une matinée chaude, ce genre de chaleur printanière du sud qui s'attarde dans vos vêtements avant midi. Je suis arrivé chez eux, comme toujours, portant un chemisier dont Vera avait dit un jour qu'il me donnait un air respectable sans être tape à accent grave-l'œil. Elle aimait les femmes qui restaient en arrière-plan mais qui s'habillaient comme si elles pouvaient faire un bon mariage. À l'intérieur, la cuisine était déjà un désordre de plats en céramique et d'argenterie polie. J'ai posé les scones, je me suis lavé les mains et j'ai commencé à ranger la salle à manger. Vera allait et venait, donnant des ordres depuis le couloir, parvenant toujours à disparaître lorsqu'il y avait du vrai travail à faire. Ce n'est que lorsque j'ai pousseté l'hôtel familial, oui, il l'appelait comme ça, un étalage élaboré de portraits en noir et blanc encadrés et d'objets de famille sous un crucifix doré que je l'ai vu. Discrètement glissée derrière une photo de l'arrière-grand-mère de Dorian se trouvait une enveloppe ivoire, épaisse et coûteuse, embossée de dorure. Le genre d'enveloppe que l'on ne laisse pas traîner à moins qu'elle ne soit destinée à être vue ou cachée. J'ai hésité une seconde. Puis je l'ai sortie, j'ai glissé mon doigt sous le rabat et j'ai lu la carte à l'intérieur. Vous êtes cordialement invité à une baby shower en l'honneur de Brun et du bébé D1, organisée par Vera D1 et Astria Monroe. Brunch privé, The Elmwood Garden Resort. Veuillez répondre avant vendredi. Je l'ai relu, plus lentement cette fois, essayant de traiter chaque courbe des lettres. Brun et le bébé D1. Mon nom n'était pas sur la liste. Il n'y avait aucune mention de moi. Ni en tant qu'épouse, ni en tant qu'invité, ni même en tant que pensée après coup. Mes mains n'ont pas tremblé. Cela m'a surprise. Ce que je ressentais n'était pas de la rage. C'était plus froid que ça. C'était le genre de frisson qui s'enroule autour de vos os quand vous réalisez que quelque chose vous a été enlevé bien avant même que vous ne remarquiez qu'il manquait. J'ai replacé l'invitation derrière le cadre. Alors que je finissais de polir l'hôtel, j'ai entendu des voix provenant de l'arrière de la maison, le rire de l'élu résonnant de cette manière joyeuse qu'ont les enfants lorsqu'ils sont sans défense. J'ai suivi le son jusqu'à la véranda, où Vera avait aménagé une aire de jeu pour les plus petits. L'élu, la fille d'Astria, était assise par terre avec 2 autres cousins, en train de colorier. « Salut toi », dis-je doucement en m'accroupissant à côté d'elle. « Tu es contente de rencontrer le nouveau bébé ?» Elle a hoché la tête, ses yeux s'illuminant. « Oui, papa dit qu'elle va être ma nouvelle maman aussi. » Je me suis figé, le sourire toujours fixé sur mon visage. Astria, qui était appuyée contre le cadre de la porte en sirotant du thé,
c'est Reddy. Elle ne m'a pas regardé, n'a pas dit un mot. Harland est passé derrière elle, en attrapant juste assez pour savoir ce qui avait été dit. Il s'est arrêté assez longtemps pour enregistrer la tension, puis a continué son chemin comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas juste entendu sa petite fille annoncer ma remplaçante. Je vois, ai-je réussi à dire. C'est très excitant. L'élu a continué à colorier, imperturbable. Pour elle, il n'y avait pas de drame, juste de nouveaux titres, de nouveaux rôles, l'échange d'un nom contre un autre. Facile. Je me suis relevé lentement, mes genoux me faisant plus mal que je ne l'admettrais. Je vais finir la cuisine, ai-je dit à personne en particulier. Dans la cuisine, la minuterie du four a sonné. J'ai sorti une plaque de quiche de Vera, en faisant attention de ne pas me brûler les mains. J'ai agi en pilote automatique, mettre la table, plier les serviettes, disposer les fruits. J'ai souri, hoché la tête et fait toutes les petites conversations appropriées avec les invités qui arrivaient. Personne n'a mentionné l'invitation. Personne n'a mentionné Brun. Mais je l'ai vu dans les regards, la façon dont les gens évitaient mes yeux, la façon dont Vera ne me laissait jamais seule dans une pièce avec quelqu'un pendant plus d'une minute. Vers midi, le brunch a commencé. J'ai joué l'hôtesse sans titre, m'assurant que les assiettes étaient pleines, le café chaud et les chaises bien rangées. Quand il a été temps de partir, je me suis rincé les mains à nouveau, j'ai pris mon sac à main et je suis sorti sur le porche. Le soleil était monté haut et l'air était lourd d'humidité. Je suis resté là un moment, l'invitation toujours dans mon sac, et j'ai laissé tout cela décanter. Personne ne m'avait raccompagné, ni Dorian, ni Vera, ni même Harland, qui avait l'habitude de tenir les portes comme si c'était une obligation morale. Je suis descendu du porche, mes talons claquant sur le chemin de pierre, et j'ai marché jusqu'à ma voiture. En démarrant le moteur, l'invitation a légèrement bougé dans mon sac, un léger bruissement, comme du papier se souvenant qu'il avait un poids. Cette femme, Brun, ils organisaient une fête pour elle. Elle portait son enfant, mais c'est moi qui portais encore le silence qu'il m'avait tendu. Et j'ai finalement réalisé qu'il était plus lourd. Je n'ai pas pleuré sur le chemin du retour. Pas quand j'ai tourné la clé dans le contact. Pas quand l'invitation dans mon sac a fait un bruit sourd en se déplaçant avec la courbe de la route. Le silence dans ma voiture n'était pas juste une absence. C'était un confinement. Je n'ai pas mis la radio à fond pour noyer mes pensées. Je les ai laissés s'asseoir avec moi. Forte, laide, familière. Ce soir-là, je me suis préparé une tasse de thé. À la menthe, la seule chose qui ne me tordait pas l'estomac ces jours-ci. Je me suis blotti sur le canapé avec la lampe basse et mon téléphone face contre terre. Dorian n'a pas appelé. Je ne m'y attendais pas. Il avait d'autres choses à faire, apparemment. Des choses comme organiser une baby shower pour une femme qu'il n'avait jamais mentionnée mais pour qui il organisait maintenant une fête que toute sa famille organisait. Le lendemain matin, Astria m'a envoyé un texto. Un café cette semaine? Juste nous. Rien de sérieux, promis. Cela ressemblait à un appât, mais j'ai mordu quand même. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille qu'elle aimait, moderne, élégant, niché entre un studio de yoga et une agence immobilière. C'était le genre d'endroit où les gens venaient pour avoir l'air productif, où le lait d'avoine et les programmes de fidélité comptaient plus que le café lui-même. Elle était déjà assise à mon arrivée, les cheveux coiffés dans son chignon désinvolte habituel, les ongles fraîchement manucurés, une légère odeur de vanille flottant dans l'air. Elle s'est levée pour me serrer dans ses bras, maladroite, raide, comme si nous avions oublié comment faire, et m'a fait signe de prendre la chaise vide en face d'elle. Lex, a-t-elle souri, en penchant la tête comme elle le faisait toujours pour essayer de paraître désarmante. Tu as l'air en forme. Je me débrouille, ai-je dit en m'asseyant. Nous avons commandé, échangé des politesses. Elle a complimenté mes boucles d'oreilles, a posé des questions sur le travail. J'ai répondu par des phrases courtes et polies, en sirotant lentement, en observant ses yeux me scruter à la recherche de fissures. Finalement, elle y est venue. Tu as toujours été si calme, même quand les choses sont chaotiques. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez toi. J'ai haussé un sourcil. C'est tellement? Elle a hoché la tête. Tu sais comment certaines femmes s'effondrent, font des scènes, lavent leur linge sale en public? Tu n'as jamais fait ça. Tu as toujours été élégante. J'ai attendu. Elle n'avait pas fini. Je pense juste, dit-elle en baissant la voix, qu'avec tout ce qui se passe, il est important de se rappeler que nous sommes une famille,
et que les familles ont des saisons compliquées. Voilà. Le poison poli, la culpabilité soigneusement élaborée. Toutes les familles ont des secrets, Lex, a-t-elle poursuivi. C'est la façon dont nous les gérons qui compte. Gardons cela avec grâce, pour le bien de tous. J'ai soutenu son regard. Pour la première fois depuis longtemps, je n'essayais pas d'être comprise. J'observais simplement. Elle a remué son café, feignant de ne pas remarquer la façon dont mon silence raidissait l'air. J'ai fini ma tasse et je me suis levé. Merci pour le café, ai-je dit en posant un billet de $10 sur la table. La prochaine fois, essaie l'honnêteté. Ça a meilleur goût. Elle n'a pas répondu. Le trajet jusqu'à ma voiture m'a semblé plus lourd qu'il n'aurait dû. Mes pieds bougeaient, mais ma poitrine me serrait. Pas de rage, mais de reconnaissance. Cette conversation, elle n'était pas destinée à me réconforter. C'était un avertissement, une laisse faite de compliments. De retour à la maison, j'ai laissé tomber mes clés dans le bol près de la porte et je suis resté au milieu du salon, à regarder les photos alignées sur les étagères, photos de mariage, de vacances, de faux sourires qui ressemblaient maintenant à des mannequins de cire dans un musée que je n'avais jamais accepté de visiter. Quelque chose en moi a changé. Je suis allé dans la chambre, j'ai sorti une vieille boîte du haut du placard. C'était l'une de ces boîtes à souvenirs que les gens gardent cachées, des photos, des cartes, des lettres, les choses que l'on n'ouvre que lorsqu'on se sent courageux ou brisé. Je les ai passées en revue lentement. Une carte de Dorian avant notre mariage, où il avait écrit « Tu m'apaises d'une manière que je ne peux expliquer ». Une photo de moi tenant l'élu le jour de sa naissance. Un bracelet d'hôpital. Et puis un souvenir que j'avais enterré plus profondément que les autres. Il y a 4 ans, la cuisine. C'était un dimanche comme tant d'autres. L'élu était encore un bébé, et j'avais tendu la main pour la prendre pendant que Vera s'affairait avec la purée. Le bébé avait tendu les bras vers moi d'abord, ses petits bras tendus, ce sourire édenté illuminant tout son visage. J'avais souri en retour, impatiente, stupide. Mais au moment où je l'ai touché, Vera m'a repoussé la main. Pas fort, mais avec assez de force pour arrêter la pièce. Ne fais pas ça, a-t-elle sifflé. On ne touche pas un enfant avec une énergie impure. Je me souviens avoir cligné des yeux. De quoi parles-tu? Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a craché dans sa propre paume. Puis, sans hésitation, elle l'a essuyé sur mon poignet. Voilà, a-t-elle murmuré. Maintenant tu es purifié. Je suis resté figé. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. J'ai regardé Dorian, qui venait d'entrer dans la pièce. Nos regards se sont croisés, puis il s'est retourné et est sorti. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas posé de questions plus tard. Il n'en a jamais reparlé, et moi non plus. Jusqu'à maintenant. J'ai rangé la boîte à souvenirs, mais le passé n'est pas parti avec elle. Il est resté avec moi ce soir-là pendant que je faisais la vaisselle, que je pliais le linge, que je passais d'une pièce à l'autre comme un fantôme. À minuit, j'étais dans la cuisine, debout devant la fenêtre. Le reflet qui me regardait n'était pas le mien. Pas la version que j'avais travaillé si dur à perfectionner. Pas la femme au sourire poli et au deuil silencieux. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui observait, qui attendait. J'ai murmuré, juste assez fort pour l'entendre en dehors de ma propre poitrine, et si je ne maintenais plus la paix? Et pour une fois, le silence n'a pas répondu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'avais peur. La peur m'avait quitté il y a longtemps, s'était éclipsée tranquillement par la porte de derrière après des années à être ignorée, remplacée par quelque chose de bien plus froid. C'était le genre d'immobilité qui suit une prise de conscience, quand on n'est plus choqué, juste ajusté. Au moment où le matin est arrivé, j'avais déjà fait une liste de choses à faire. Le même genre de liste que je faisais pour les dîners de fête ou les réunions budgétaires. Seulement, celle-ci avait une nouvelle colonne, preuve. Vers midi, j'étais dans mon bureau à domicile en train de trier de vieux dossiers fiscaux et des documents de garantie. Il y avait de la poussière partout. Je n'avais pas ouvert ce placard depuis des années. Une partie de moi ne le voulait pas. Mais si je devais commencer à peler les couches de mensonges dont il m'avait enveloppé, je devais commencer là où il ne s'attendait jamais à ce que je regarde, ma propre négligence. C'est alors que mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a dit de vérifier. L'aperçu du message était court.
Je suis désolé. Je pensais qu'il était séparé. Il a dit qu'il tenait encore à vous. J'ai déverrouillé le téléphone, le cœur calme. Le message complet confirmait ce que je soupçonnais déjà. Salut, Lex. J'espère que cela n'aggrave pas les choses. Je ne voulais juste pas que tu sois prise au dépourvu. Je croyais vraiment qu'il était séparé quand nous nous sommes rencontrés. Il a dit que votre mariage était plus un partenariat qu'une relation. Je suis sincèrement désolé, Brun. Il y avait une pièce jointe, une liste de naissance. Berceau, couverture monogrammée, flûte à champagne avec maman et au papa gravée en or. Date d'accouchement prévue, octobre. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transféré le message vers un nouveau dossier de courriel que j'avais créé le matin même, preuve, des cours, propres, tout comme mes intentions. J'ai regardé mon propre reflet sur l'écran noir après que le téléphone se soit éteint. Il ne me ressemblait pas. Pas le moi qu'ils attendaient. Pas la version qui avalait les insultes avec du vin et gardait des secrets même pour elle-même. Plus tard cet après-midi-là, je suis passé au placard du couloir. Il n'était pas organisé comme les autres. Il contenait des boîtes diverses, de vieux reçus, des manuels, quelques coupons expirés, et une enveloppe inifugée que je me souvenais à peine avoir scellée. Elle était nichée derrière une boîte à chaussures étiquetée l'écharpe d'hiver. Je l'ai sortie, je me suis assise par terre et je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvaient 2 documents que je n'avais pas regardés depuis des années. L'un était un contrat de location de notre premier appartement. L'autre, un rapport de fertilité de l'urologue de Dorian. Je me souvenais de ce jour-là de manière vivace maintenant, de sa nervosité, de la façon dont je l'avais rassuré en lui disant que peu importe les résultats, nous trouverions une solution ensemble. Je me souvenais de son silence après, de la façon dont il était rentré avec un pack de 6 bières et sans appétit. J'ai déplié le papier. Patient, Dorian D1. Analyse du sperme, 87% d'altération de la motilité. Diagnostic, conception improbable sans intervention médicale. Mes yeux n'ont même pas piqué. Toutes ces années où j'ai laissé Vera planter des chuchotements à mon oreille sur mon utérus malchanceux. Les blagues mensuelles sur mes ovaires silencieux. Le toast de Noël où elle a fait un clin d'œil en disant « Peut-être que l'année prochaine nous aurons un vrai miracle sous le sapin ». J'y avais cru. J'avais laissé cela me ronger parce que je pensais que l'amour signifiait avaler certaines choses sans broncher. Maintenant, je savais mieux. J'ai scanné le papier, j'ai sauvegardé une copie en format PDF dans le dossier épreuve, D, puis je me le suis envoyé par courriel avec pour objet, vérité numéro 1. Ce soir-là, je n'ai pas cuisiné. Je n'ai pas fait le ménage. Je me suis assise avec un verre de soda au gingembre et j'ai ouvert un onglet de navigation privée. D'abord, j'ai cherché un avocat spécialisé en divorce, pas n'importe quel cabinet. J'avais besoin de quelqu'un de familier avec le blindage d'entreprise, la traçabilité des actifs et les tactiques de non-divulgation. J'ai mis 3 noms en favoris. Ensuite, j'ai ouvert les registres fonciers du comté. J'ai tapé notre adresse, puis son nom, puis le mien. Un seul est apparu, et ce n'était pas le mien. Je n'étais pas surprise, mais j'ai quand même pris une capture d'écran. Ensuite, j'ai ouvert le portail client de notre société de prêt hypothécaire. Dorian gérait ce compte. J'avais l'habitude de lui faire confiance pour ça. J'ai tapé le mot de passe que j'utilisais pour tout à l'époque. Ça n'a pas marché. J'ai essayé le deuxième. Ça n'a pas marché non plus. La troisième tentative m'a bloqué. J'ai ouvert un nouveau dossier, piste financière. J'ai noté l'heure du blocage, l'avis de refus d'adresse IP, et je suis passé à autre chose. Je n'étais pas en colère. Je documentais. À minuit, j'avais 3 dossiers, juridiques, financiers et émotionnels. Le dernier contenait des captures d'écran de commentaires sur les réseaux sociaux, de textos familiaux, et de choses que j'avais entendues chuchoter dans les coins, des mots comme « elle est probablement stérile » et « honnêtement, ils n'ont jamais été assortis ». J'ai étiqueté les sous-dossiers « manipulation »,« dénigrement » et « remplacement ». À 1h30 du matin, j'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis levé et je suis allé à la salle de bain. Je me suis lavé le visage, non pas comme une femme qui se démaquille, mais comme quelqu'un qui rince des années d'empreintes digitales de quelqu'un d'autre. En me séchant le visage, j'ai de nouveau surpris mon reflet. Cette fois, je l'ai reconnue. Elle n'avait pas peur. Elle n'était pas faible. Elle était prête. Je suis retourné au bureau,
j'ai rouvert l'ordinateur portable, j'ai créé un nouveau dossier et je l'ai nommé « Final ». Les jours suivants se sont écoulés comme le tic-tac d'une horloge lente, régulier, délibéré et bruyant à leur manière. Je n'ai pas beaucoup changé à l'extérieur. Je continuais d'aller au travail. Je souriais toujours à la réceptionniste de mon immeuble de bureau. Je répondais toujours aux textos de groupe de la famille avec l'emoji pouce levé obligatoire. Personne ne se doutait de rien. Et c'est exactement comme ça que je le voulais. Puis vint le barbecue dans le jardin. Astria, toujours la diplomate sociale, avait décidé d'organiser un lancement des TD1 chez eux. Elle a appelé cela un moyen de reconnecter la famille, ce qui signifiait vraiment « rassemblons-nous sous un même toit, prétendons que tout va bien, et prétendons que l'ex n'a jamais trouvé cette invitation à la baby shower ». C'était un samedi. Je suis arrivé à l'heure encore une fois, par habitude, même si je n'aurais pas dû m'en soucier. Vera m'a salué avec une paire de pinces, retournant des hamburgers avec son chapeau de soleil et ses perles comme une Martha Stewart rancunière. Dorian parlait déjà à quelqu'un près de la glacière à bière, riant trop fort. Les places étaient informelles, mais d'une manière ou d'une autre, ma chaise s'était retrouvée à l'autre bout du jardin, à côté de la table des enfants et d'un ventilateur portable qui bourdonnait comme un insecte de mauvaise humeur. Personne ne l'a dit à voix haute, mais j'ai compris le message. Brun était là, portant une robe de maternité bleu pâle qui moulait juste assez pour s'assurer que tout le monde le remarque. Quelqu'un avait noué un petit ruban au-dessus de son ventre comme si elle était un cadeau à déballer. Dorian l'a présentée aux invités un par un, souriant, la main dans son dos. Quand il l'a amenée vers Harland et quelques vieux amis de la famille, il a dit « Voici Brun ». Elle a été une vraie lumière dans nos vies. Une vraie lumière. J'ai observé depuis la touche, mon assiette de salade de pommes de terre intacte, pendant que Harland riait et disait « Eh bien, tu sais vraiment comment les choisir, mon fils ». Puis il a regardé dans ma direction, a levé sa bière et a ajouté, sans vouloir t'offenser, « Lex. Tu as toujours été serviable. Tu as fait en sorte que les choses tournent. » L'implication était claire, j'étais la logistique. Brun était l'héritage. Une voix derrière moi a murmuré, « Qu'est-ce qu'elle fait même, de toute façon ?» Des rires ont suivi. Je n'ai pas pris la peine de me retourner. Au lieu de cela, je me suis levé, j'ai posé mon assiette sans un mot et je me suis dirigé vers la maison. Je suis passé devant Vera, qui a lancé joyeusement, « Tu pars déjà ?» Je vais juste chercher de l'eau, ai-je dit sans ralentir le pas. À l'intérieur, je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé la douleur s'installer. Ce n'était plus le genre de douleur qui faisait pleurer. C'était différent. Plus lourd, oui, mais aussi plus clair, comme de l'acier forgé dans une flamme. Et j'ai réalisé alors que ce n'était pas seulement une question de trahison. C'était une question d'effacement. Ce soir-là, de retour à la maison, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et tous les identifiants dont je pouvais me souvenir. J'ai commencé par les bases, compte bancaire, hypothécaire, d'investissement. Les premiers mots de passe n'ont pas fonctionné. Certains portails étaient verrouillés. Quand j'ai finalement réussi à entrer dans un compte de coopérative de crédit partagé, le solde était plus bas que je ne me souvenais, et mon nom n'était pas associé en tant que copropriétaire, juste en tant que utilisateur autorisé. Ensuite, j'ai consulté les registres de propriété. La maison que nous partagions, seul le nom de Dorian sur l'acte de propriété. Même la maison au bord du lac que ses parents nous avaient offerte était enregistrée sous une fiducie, le nom de Vera, suivi de celui de Dorian. Rien n'était à mon nom. Pas une seule chose. Je suis resté là, stupéfaite, à regarder l'écran. Non pas à cause de la découverte, mais à cause de l'audace. Ils avaient compté sur mon silence. Supposer que je ne regarderais jamais. Supposer que je ne questionnerais jamais. Mon téléphone a vibré. Un texto de Rachel, une vieille amie qui travaillait dans la conformité hypothécaire. Je lui avais envoyé un message plutôt juste pour poser une question hypothétique. Elle avait maintenant répondu avec une pièce jointe en format PDF et une simple note. Désolé, Lex. Tu n'es sur rien. Tu ne l'as jamais été. J'ai relu le message. Les laisser m'imprégner. Pas de tristesse. De la précision. Le lendemain matin, j'ai demandé à Dorian de me retrouver pour un brunch. Terrain neutre, lieu public. Pas de voix élevées, pas de porte qui claque. Juste de la clarté. Il est arrivé avec 5 minutes de retard,
lunettes de soleil malgré le ciel couvert. Il s'est assis, a commandé un mimosa et s'est adossé comme si nous étions à un deuxième rendez-vous. « Tu es jolie » a-t-il dit, les yeux parcourant le menu. « Ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça. »« Je ne suis pas venu pour me remémorer le passé » ai-je dit. Il a eu un sourire narquois. « D'accord, alors, les affaires. Nos boissons sont arrivées. Je n'ai pas touché la mienne. Je l'ai regardé dans les yeux. Si cela continue, j'agirai. Je te suggère de te préparer. » Il a posé son verre. « Lex, ne sois pas dramatique. »« Je ne le suis pas, tu n'as pas à jouer la victime, » a-t-il ajouté, se penchant en avant comme si la proximité donnait du poids à ses mensonges. « Nous pouvons arranger ça. »« Je ne suis pas intéressé à arranger ça. »« Tu penses que tu vas gagner au tribunal ?» a-t-il demandé. « Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'attaques. »« Si, maintenant je sais, » ai-je dit. « Et je te suggère de relire le contrat de mariage. » Lentement. Il n'a pas répondu. Je me suis levé, j'ai sorti $20 de mon sac et je les ai posés sur la table. « C'est ton avertissement, » ai-je dit. « Lex ? » Pas de scène, ai-je interrompu. Pas de supplication. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. Je suis sorti, le dos droit, les pas assurés. Personne ne m'a suivi. En allant vers ma voiture, j'ai croisé un couple qui se tenait la main, riant de quelque chose de stupide, de léger et d'innocent. Cela m'a rappelé nous, autrefois, avant que les attentes ne se calcifient en contrôle, avant que le silence ne devienne une monnaie. Je me suis glissé dans le siège du conducteur et j'ai expiré. C'était tout ce qu'il obtiendrait de moi. Un avertissement. Une chance. Tout ce qui suivrait, ce serait à moi. L'avertissement que j'ai donné à Dorian n'était pas dramatique. Il n'était pas bruyant. Je n'ai pas élevé la voix ni claqué de porte. Je n'ai pas envoyé de texto de suivi. J'ai laissé mes mots se déposer comme de la poussière sur une table en verre, silencieux mais indéniable. Et comme toutes les choses qui vivent trop longtemps dans le déni, je savais qu'ils essaieraient de l'effacer, mais je savais aussi que je ne bluffais pas. 2 jours après ce brunch, j'étais dans le placard de ma chambre à la recherche d'un sac cadeau à apporter au dîner de fiançailles d'une amie quand je l'ai vu, niché à l'arrière derrière une pile d'écharpes que je n'avais pas portées depuis notre voyage d'anniversaire à Asheville. Une housse à vêtements transparente. À l'intérieur, ma robe de mariée. Je n'avais pas touché cette robe depuis des années. Pas depuis que je l'avais rangée après notre premier déménagement, croyant encore en l'avenir qu'elle symbolisait. Maintenant, le tissu était plus terne que dans mon souvenir, le satin légèrement jauni par le temps, mais elle était intacte, cousue, structurée, lourde de mémoire. Je l'ai sortie et l'ai posée sur le lit. En dézippant la couture latérale pour vérifier son état, quelque chose a craqué. Un bout de papier plié en deux, caché dans la doublure du corsage. Mon souffle s'est coupé. C'était l'écriture de mon père. « Lex, tu n'es pas faite pour disparaître. Tu es faite pour décider. Avec amour, papa. » Il l'avait écrit avant de mourir. Je me souvenais de ce moment maintenant, comment il m'avait surprise en aidant le tailleur pour un essayage de dernière minute. Je n'ai jamais su qu'il m'avait laissé quelque chose ce jour-là. Je me suis assise sur le bord du lit, la robe sur mes genoux, cette note brûlant dans ma paume. J'avais la gorge serrée, non pas de tristesse, mais de clarté. Mon père avait vu ce que j'essayais de devenir pour tout le monde. Et pourtant, il m'avait laissé cette phrase, une poussée silencieuse vers celle que j'étais avant toute cette comédie. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas bu. J'ai allumé la machine à coudre que je n'avais pas utilisée depuis 5 ans et j'ai commencé à retoucher la robe. J'ai enlevé la traîne, resserré la taille, changé l'encolure, ajouté de la structure aux épaules. En 4 heures, ce qui ressemblait autrefois à une promesse de mariée ressemblait maintenant à toute autre chose, un fourreau de soie blanche et nette, moderne, minimaliste et sans complexe. Pas un début, une conclusion. Au matin, je l'avais repassé, suspendu, et j'avais posé l'enveloppe dessus, celle qui contenait les papiers. Demande de divorce, déclaration d'actifs et assignation à comparaître pour des documents financiers non divulgués. Le tout signé, scellé et daté. Je n'ai pas répondu à l'invitation de la baby shower. Bien sûr que non. Je n'avais pas besoin d'une invitation au feu que j'entretenais autrefois. C'est moi qui avais construit ce fichu foyer. Le complexe hôtelier était à moins de 30 minutes de la ville. Vera l'avait choisi. Élégant,
discret, intérieur tout blanc, long lustre et composition florale minimaliste. C'était le genre d'endroit qui disait « Nous avons du goût, mais nous sommes chers ». Je suis arrivé 10 minutes après l'heure de début annoncée, juste assez pour faire une entrée. Le voiturier a pris mes clés sans poser de questions. Je suis entré dans le hall et j'ai traversé directement les portes en verre qui menaient à la salle réservée pour l'événement. Au moment où je suis entré, la pièce s'est figée. Les conversations se sont arrêtées en plein rire. Les verres se sont immobilisés en l'air. Même le quatuor à cordes dans le coin a perdu le rythme. J'étais là, vêtu de blanc, et pas le genre de blanc qu'il voulait voir. Je n'ai pas sourcillé. Je n'ai pas cherché l'approbation. J'ai d'abord trouvé le visage de Dorian, puis celui de Vera, puis celui de Brun. Vera s'est avancée, les lèvres étirées en ce sourire forcé que je connaissais trop bien. Lex, c'est une surprise. J'ai souri en retour, juste assez largement. Tu me connais. Je déteste manquer les étapes importantes de la famille. Je me suis tourné vers la table des cadeaux et j'ai posé l'enveloppe dessus. Puis je me suis mise sur le côté et je suis restée silencieuse, comme un fantôme avec une bonne posture. La fête a repris avec hésitation. Les conversations ont recommencé, mais plus basses. Brun n'arrêtait pas de jeter des regards dans ma direction, ne sachant pas si elle devait sourire ou fuir. J'ai attendu que les toasts commencent. Astria a fait teinter son verre. À Brun, pour avoir apporté lumière et joie dans cette famille, pour l'avenir, pour l'héritage, pour... Je me suis avancé, sans précipitation, sans bruit. J'ai sorti de ma pochette le deuxième exemplaire de l'enveloppe. Celui-ci adressé directement à Dorian. Il l'a pris, confus, puis l'a ouvert. Son visage a changé lentement, d'abord le plissement des yeux de curiosité, puis le raidissement de sa mâchoire, puis le silence. Je me suis tourné vers la foule. Certains cadeaux, ai-je dit, la voix stable, sont emballés dans la vérité. Une flûte de champagne s'est brisée. Je n'ai pas regardé pour voir qui l'avait fait tomber. Vera a ouvert la bouche mais n'a rien dit. Brun a reculé, la main posée sur son ventre en signe de protection. Je ne me suis pas attardé. Je n'en avais pas besoin. Je suis sorti aussi calmement que j'étais entré. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas attendu les réactions. Je suis monté dans ma voiture, j'ai ajusté le rétroviseur et je me suis regardé. La robe, les cheveux, le rouge à lèvres tout était intact. Mais quelque chose manquait maintenant. Le poids insupportable du silence que j'avais porté pendant des années. Il avait disparu. Et le matin après que tout a commencé à s'effondrer pour eux, je me suis réveillé avec 12 appels manqués, 7 textos et 3 messages vocaux, tous de Vera. Je n'avais pas besoin d'appuyer sur lecture pour connaître le ton. Je l'entendais déjà. Sa voix quelque part entre frénétique et faussement composée, essayant de marcher sur cette corde raide de l'inquiétude maternelle tout en préservant son air de supériorité. Ce mélange particulier de peur et de contrôle qu'elle sortait toujours quand les choses lui échappaient. J'ai laissé le téléphone vibrer à nouveau pendant que je remuais une cuillère de sucre dans mon café. Pas de crème, juste noir, chaud, amer. Approprié pour la semaine. À 6h31, elle a finalement laissé le message que je ne pouvais pas ignorer, non pas à cause de ses mots, mais à cause de ce que sa voix ne parvenait pas à cacher. Lex, ma chérie, a-t-elle commencé, mielleuse et cassante, comme si elle n'avait pas passé la dernière année à m'effacer de toutes les photos de famille. Il y a un problème avec la pension de Harland. Le compte est gelé. Nous n'arrivons pas à joindre notre contact à la firme. C'est probablement juste un problème de système, mais nous avons besoin de ton aide. J'ai failli éclater de rire. Vera, qui m'avait un jour qualifié ajout poli, au nom des 1, comme si j'étais un coussin décoratif, appelait maintenant pour un support technique. Je ne l'ai pas rappelé. À 8h, l'appel suivant est arrivé. Pas de Dorian lui-même, bien sûr. Il n'oserait pas. C'était son assistante, sa voix douce et nerveuse. « Salut, Lex, dit-elle. Je voulais juste te faire savoir que la carte d'accès de Dorian ne fonctionne pas ce matin, et, eh bien, les ressources humaines l'ont listé comme inactif dans le système. » Il panique un peu. Un peu. C'était généreux. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse sombrer davantage. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est à nouveau allumé. Cette fois, c'était un texto de groupe d'Astria envoyé à la chaîne familiale, moi, Vera, Dorian, quelques cousins,
tante et parasite qui prétendaient encore avoir de l'importance. Astria, est-ce que quelqu'un d'autre a des problèmes avec les contrats de fournisseurs ou les résiliations ce matin? Ce n'est pas drôle. Personne n'a répondu jusqu'à ce que je le fasse. J'ai envoyé un seul emoji, signe main disant au revoir. La satisfaction mesquine de ce geste était parfaite. Après tout. Après les dîners où l'on parlait par-dessus moi, les vacances où j'étais exclu des décisions de groupe, les fêtes où j'étais juste la femme de Dorian. Cet emoji ressemblait à une révolution personnelle. À midi, la discussion de groupe implosait. Confusion totale, agitation, accusation, demi-explication, questions désespérées comme des canaux de sauvetage jetés dans une tempête. Et il n'avait toujours pas compris. La tempête avait un nom, et c'était le mien. Ce soir-là, pendant qu'il se rongeait les ongles en essayant de s'accrocher à ce qu'il croyait autrefois leur appartenir, je me préparais déjà pour le lendemain. Calme, précise. L'assemblée annuelle des actionnaires d'Orion Holdings était prévue. Lieu réservé, presse informée, sécurité renforcée. Mon discours était mémorisé jusqu'au moindre souffle. Je l'avais répété si souvent que je pouvais le prononcer à l'envers si nécessaire. Quand je suis arrivé le lendemain matin, la salle de bal bourdonnait comme une ruche. Les investisseurs se mêlaient. Les journalistes chuchotaient. Les analystes planaient près des stations de café, sentant déjà que quelque chose de sismique allait se produire. En coulisses, je me tenais dans un tailleur anthracite, les cheveux attachés, sans autre bijou que la montre de mon père, une pièce en or usé qui battait avec une force tranquille. Mon assistante m'a tendu le communiqué de presse imprimé. J'ai scanné le titre une dernière fois. Diffusez-le, ai-je dit. En quelques instants, la nouvelle a éclaté. Tous les grands médias financiers ont publié la même histoire, après 8 ans de direction stratégique anonyme, l'ex-D1 se présente comme PDG et actionnaire majoritaire d'Orion Holdings. Mon nom en gras en haut. Des photos de l'événement ont envahi les réseaux sociaux en quelques minutes. Moi sur scène au podium, serrant la main de dirigeants du Fortune 500. Calme, composé, sans complexe. Dorian a été identifié. Vera aussi. Même Astria. Les commentaires, impitoyables. Sa famille ne se moquait-elle pas d'elle parce qu'elle ne travaillait pas? Il s'avère qu'elle tenait toutes les cartes. C'est de l'énergie de patronne. Pas une miette de laisser. Elle n'est pas une histoire de retour en force. Elle est l'architecte. Je n'ai pas eu besoin de parcourir tous les commentaires pour savoir ce qui s'était passé. Le récit avait basculé. Les mêmes personnes qui chuchotaient derrière leur verre de vin que je n'étais qu'une femme au foyer, se bousculaient maintenant pour réécrire leurs propres histoires, essayant de trouver une place à une table que j'avais construite en silence. À la mi-journée, Vera a de nouveau appelé. J'ai laissé la messagerie vocale se déclencher. Cette fois, il n'y avait pas de douceur feinte. Lex, ça a assez duré. Tu es en train de déchirer cette famille. Nous ne sommes pas tes ennemis. J'ai sauvegardé le message, je l'ai étiqueté, délirant. Peu de temps après, l'avocat de Dorian a envoyé un courriel, un jargon juridique vague sur la reconsidération des termes précédents et le fait de revenir à la table des négociations en tant qu'égaux. Égaux. Ce mot m'a fait rire aux éclats. L'homme qui m'avait dit un jour que je devrais être reconnaissante pour la vie qu'il avait construite m'offrait maintenant une place à une table qu'il n'avait jamais eu l'intention de partager. Puis est venu le message vocal d'Astria. Sa voix était tendue, tremblante sur les bords. Nous ne savions pas que c'était toi. Nous pensions juste que tu jouais à la maman. Jouer à la maman. J'ai aussi sauvegardé son message vocal. Je l'ai mis dans un dossier sur mon bureau intitulé « Preuve ». Puis je lui ai répondu avec une seule ligne. Tu as joué. J'ai construit la maison. Envoyé. Ce soir-là, je me suis versé un verre de vin rouge et je suis sorti sur le balcon. La ville brillait sous moi, le verre et l'acier s'étendant comme une promesse. Le trottoir était encore humide d'une brève pluie du soir, et l'air portait cette odeur incomparable, comme de l'électricité statique et un nouveau départ. J'ai pensé à tous les dîners où ils parlaient par-dessus moi, aux réunions auxquelles je n'étais pas invité, aux décisions prises dans des pièces où je n'avais pas le droit d'entrer. Maintenant, c'étaient eux qui frappaient à des portes closes, envoyaient des courriels qui revenaient, passaient des appels auxquels personne ne répondait, publiaient des déclarations qu'ils ne pouvaient plus se permettre de manipuler. C'était poétique, mais je n'étais pas triomphante. J'étais calme. J'avais été le moteur silencieux de leur succès, la stratège en arrière-plan,
l'analyste dans les marges, la réparatrice qu'il n'avait jamais reconnue. Et maintenant, il savait. Pas par la confrontation, pas par la vengeance, par les faits. Par le pouvoir rendu visible. Par l'absence rendue intentionnelle. C'est drôle, n'est-ce pas? Comment le silence peut être une prison quand il vous est imposé, mais une arme quand vous le maniez vous-même? Il pensait que j'étais trop silencieuse. Il s'avère que j'attendais juste le bon moment pour parler. Et maintenant? Maintenant, je parle à travers les gros titres. La sécurité de l'immeuble m'a appelé avant même que j'entre dans le hall. Il y a un homme qui attend en bas. Il a dit qu'il vous connaît. Des fleurs à la main. Il n'arrête pas de faire les 100 pas, je n'ai pas demandé qui. Je savais déjà. Je leur ai dit de le laisser attendre. De mon appartement au 10e étage, j'ai regardé à travers la vitre teintée Dorian passer son poids d'un pied à l'autre. Il était habillé comme s'il avait un rendez-vous, chemise, rasée de près, chaussures cirées. Mais le bouquet dans sa main lui donnait l'air d'un adolescent pris en flagrant délit de tricherie avant le bal de fin d'année. J'ai attendu encore 20 minutes avant de descendre. Il m'a repéré instantanément. Lex, a-t-il dit, le soulagement inondant son visage. J'espérais que tu... Que veux-tu, ai-je demandé, en sortant de l'ascenseur et sans prendre la peine de cacher la platitude de ma voix. Il a tendu le bouquet comme une offrande de paix. J'ai été stupide. Je ne savais pas ce que j'avais. Je n'ai pas touché les fleurs. Je n'ai pas bronché. Je les ai regardées comme si c'était des presse-papiers. Je ne suis pas ici pour arranger ça, ai-je dit calmement. Je suis ici parce que je savais que tu viendrais un jour, et je voulais entendre ce que tu dirais. Il a cligné des yeux. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je pensais juste. Il s'est arrêté, passant une main dans ses cheveux. Tu as fait valoir ton point de vue. Voilà encore cette phrase. La phrase que tout le monde continuait d'utiliser, comme si toute mon existence était devenue une thèse qu'il n'avait pas lue mais qu'il se sentait qualifié pour noter. Tu as fait valoir ton point de vue. Je n'ai pas répondu. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'ascenseur. Lex, s'il te plaît, a-t-il appelé. Je suis toujours ton mari. Non, ai-je dit sans me retourner. Tu l'étais. De retour à l'étage, j'ai trouvé un paquet qui attendait près de ma porte. Pas de mots à l'extérieur, mais j'ai reconnu l'écriture sur l'étiquette d'expédition. Vera. Je l'ai ouvert dans la cuisine lentement, comme si je déballais quelque chose d'un inconnu. À l'intérieur se trouvait un minuscule bracelet en argent, un prénom de bébé gravé en cursive, pas le mien, pas celui de quelqu'un que je connaissais et une lettre pliée. Lex, nous avions peur. Les familles sont compliquées. Tu sais comment c'est. Nous ne voulions pas t'exclure. Nous pensions juste que tu étais plus forte. Parlons bientôt. Nous sommes toujours une famille. Vera. J'ai plié la lettre et je l'ai remise dans la boîte. Elle pensait que la culpabilité fonctionnait comme une fermeture éclair. Tirez-la dans le bon sens et tout s'ouvre à nouveau. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un message vocal d'Astria. Je ne sais pas comment tout cela a pu aller si loin. Nous essayons de maintenir la famille unie. Tu as fait valoir ton point de vue. Arrangeons ça. Tu n'es pas l'ennemi. Même mot, bouche différente. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti le fichier que j'avais étiqueté « Clôture ». À l'intérieur se trouvait un document que j'avais préparé des semaines auparavant, juste au cas où, des lettres de résiliation pour tous les contrats liés à la famille D1, une déclaration formelle dissolvant tous les liens commerciaux familiaux, et une mise en demeure légale rédigée par mon avocat, stipulant que tout contact ultérieur devait passer par les voies légales. J'ai joint les documents à des courriels séparés et je les ai programmés pour qu'ils soient envoyés en même temps. Objet pour chacun, je n'ai pas besoin de faire valoir un point de vue. J'ai fait un choix. J'ai appuyé sur envoyer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas siroté de vin en trinquant à la vengeance. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis fait un sandwich. Je me suis assise à l'îlot de la cuisine, fredonnant une chanson que je ne savais pas que je me rappelais encore, et j'ai pensé à quel point la liberté était silencieuse. Le lendemain, alors que j'entrais dans mon immeuble de bureau, le portier m'a arrêté. « Il y a quelqu'un qui vous attend dans le hall », a-t-il dit en baissant la voix. Il est contrarié. Dorian encore. Cette fois, il n'avait pas de fleurs. Il avait l'air de ne pas avoir dormi.
Son col était froissé, et il y avait une petite tache de café près de sa ceinture. Il s'est levé à mon approche, le visage un mélange de désespoir et de défensive. « Tu vas vraiment faire ça ?» a-t-il demandé. « Je l'ai déjà fait. »« Je ne t'ai pas trompé pour te faire du mal » a-t-il dit rapidement. « C'est juste arrivé. Nous n'étions même plus vraiment un couple. Tu travaillais toujours, tu étais distante. Et tu mentais toujours, ai-je dit. » Il a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. « Tu étais censé m'aimer » a-t-il dit, la voix brisée. Inconditionnellement. J'ai rencontré ses yeux. L'amour inconditionnel ne signifie pas la stupidité inconditionnelle. Il a cligné des yeux. Les mots ont atterri comme des briques. « Tu penses toujours que tu es la personne la plus intelligente de la pièce ?» a-t-il dit amèrement. « Non » ai-je répondu. « Juste la plus silencieuse. » « Et tu as pensé que cela signifiait que j'étais faible. » Je me suis retourné et je suis parti. Il n'a pas suivi. Il n'a plus appelé. J'ai passé l'après-midi à mon bureau, à gérer les appels des clients et à approuver des contrats. Personne n'a posé de questions sur la famille D1. Personne n'a mentionné la couverture médiatique ou la baby shower ou la citation virale que quelqu'un avait postée de mon discours. Mais je savais qu'ils l'avaient lu. Ils étaient juste assez intelligents pour savoir que je ne leur devais plus d'explications. Ce soir-là, je me suis versé un verre d'eau, j'ai ouvert les portes du balcon et je me suis assise sous le doux bourdonnement des lumières de la ville. La brise était légère. L'air sentait la pluie à venir, mais pas encore. Une sorte de pause entre les saisons. Justice avait été rendue, mais la guérison? Cela prendrait son propre temps. Cela faisait un peu plus d'un mois que Dorian avait tenté de me joindre pour la dernière fois. La dernière fois que nous avions parlé, je n'avais ni crié, ni supplié, ni demandé d'explication. J'avais simplement dressé une barrière devant eux, une mise en demeure, émotionnelle et littérale, et l'avais laissé tomber comme un panneau, ne pas déranger, sur chaque porte qui nous reliait autrefois. Et puis, le silence. Je n'étais pas sûr si c'était le vrai, celui qui parle de fin véritable, ou juste le calme temporaire avant une nouvelle vague de chaos. Mais les jours ont passé, puis les semaines, et rien n'est arrivé à ma porte. Plus de lettres critiques glissées sous ma porte. Plus de playlists personnalisées envoyées dans ma boîte de réception. Plus de messages vocaux interminables cherchant la rédemption d'une voix tremblante. Juste le calme. Un matin, je me suis arrêté dans un petit café du centre-ville, le genre que l'on ne trouve que lorsqu'on ne se presse pas. Ses baies vitrées inondées de soleil de vieux carrelage, et un tableau noir dessiné à la main à l'extérieur annonçait les spécialités du jour comme s'il vous invitait à expirer. J'ai commandé un chai latte, mon ancien favori, oublié dans un tourbillon de disputes et d'excuses, et j'ai trouvé une place près de la fenêtre. J'ai ouvert un livre que je possédais depuis des années mais que je n'avais jamais lu. Vous savez, ce genre de livre. Vous l'achetez avec l'espoir qu'un jour, quand les choses ralentiront, vous aurez enfin le temps. Ce matin-là, je l'avais. À la table voisine, un groupe de femmes dans la fin de la vingtaine était en pleine conversation, leur voix papillonnant avec l'excitation des commérages. Avez-vous écouté le podcast sur la firme d'Astria D1 a demandé l'une. La moitié de leurs clients sont partis en un trimestre. Un effondrement total. Elle a essayé de qualifier ça de pivot stratégique, a ajouté une autre en riant. Mais tout le monde sait que c'était une opération de relations publiques pour limiter les dégâts après le scandale. Je n'ai pas bronché. Je ne me suis pas jointe à elle. J'ai juste continué à remuer la mousse à la cannelle de mon latte. C'était un moment qui aurait pu me anéantir autrefois, mais maintenant j'étais fatigué de saigner pour des gens qui n'avaient jamais remarqué les coupures. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Un message de Naomi, une amie de l'université, toujours dans la finance. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois, peut-être plus. Le message était court. Naomi, j'ai vu Dorian sur Inge. Sa bio dit, à la recherche de quelque chose de vrai. Triste. Autrefois, ce mot m'aurait frappé comme un coup de poing dans les côtes. Maintenant, il a à peine fait une vague. Non pas parce que cela n'avait pas d'importance, mais parce que cela ne m'épuisait plus. L'émotion était toujours là. Elle n'avait simplement plus de coups. Plus tard dans la journée, je me suis arrêté au marché local sur le chemin du retour. Rien d'extraordinaire, juste pour faire quelques courses. Alors que j'attendais près de la caisse, j'ai aperçu quelqu'un de familier près du rayon des soldes, Vera. Elle ne m'a pas vu,
ou peut-être qu'elle m'a vu mais a fait semblant du contraire. Pas de maquillage, pas de sac à main de créateur, juste un cardigan beige, tenant une bouteille de lotion en solde et un sac de café décaféiné. Elle semblait en pause, comme quelqu'un en pleine réflexion, en pleine vie, qui a oublié où il allait. Le luxe avait disparu, pas seulement de ses vêtements, mais de son énergie. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas bougé. Certaines fins n'ont pas besoin de confrontation ou de clôture. Certaines conséquences portent le silence au lieu de menottes. Ce samedi-là, je suis allé chercher l'élu. Les arrangements étaient tous officiels maintenant, par l'intermédiaire d'un médiateur. Pas de passage à l'improviste, pas de dîner de groupe, pas d'échange gênant. Juste moi et une fillette de 7 ans avec des opinions bien arrêtées sur tout, des lacets arc-en-ciel à la bonne façon de manger un bâtonnet glacé. Elle est sortie en courant du studio de ballet, ses collants froissés aux genoux, un pansement frais sur une jambe. Je me suis accroupi pour être à sa hauteur. « Je t'ai manqué ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête mais a regardé autour d'elle, cherchant quelqu'un d'autre. Personne ne la suivait. Elle s'est approchée et a murmuré, « Ils m'ont dit de ne pas te parler. » Mais je leur ai dit, « Je m'en fiche. Tu es la seule qui me voit vraiment. » Ça. C'était le moment que je pensais qui allait me briser. Mais au lieu de me briser, j'ai senti quelque chose se recoudre. Je l'ai serré fort dans mes bras. Elle sentait les crayons de couleur et le genre de shampoing à la fraise qui vient dans une bouteille en forme de poisson. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit en plissant les yeux vers moi. « Différente comment ? » ?»« Juste, plus comme toi-même. » Nous avons passé toute la journée à ne rien faire d'extraordinaire, faire des biscuits, regarder de vieilles comédies musicales qu'elle ne comprenait qu'à moitié, jouer à des jeux de société où elle n'arrêtait pas de tricher et d'inventer de nouvelles règles au fur et à mesure. C'était bruyant, désordonné, absolument parfait. Dimanche soir, je l'ai déposée avec un au revoir chaleureux et je suis rentré à pied par des rues que je craignais autrefois. Trop bruyante, trop lumineuse, trop pleine de souvenirs, mais maintenant elle semblait juste. Familière mais pas suffocante. À la librairie du coin, la vitrine a attiré mon attention. Une table thématique intitulée « Les femmes qui se sont reconstruites ». Et j'étais là, en couverture d'un magazine financier. Le titre, Les nouveaux visages du leadership, les femmes PDG qui remodèlent l'industrie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas posé. Je suis juste entré et j'ai acheté une seule tulipe au stand de fleurs près de la caisse. De retour dans mon appartement, je l'ai placée dans un mince vase en verre sur le rebord de la fenêtre. Pas d'applaudissements, pas de validation, juste une chose simple et belle pour marquer le moment. Puis j'ai versé un verre d'eau, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis blotti sur le canapé avec ce livre que je n'avais toujours pas fini. Parce que la guérison n'était pas une étape. Ce n'était pas une annonce ou un événement unique et triomphal. C'était une décision, une série de choix silencieux. Ne pas revenir en arrière, ne pas expliquer, ne pas rouvrir les blessures juste parce qu'il le suppliait. Certaines guerres ne se terminent pas dans le feu et la fureur. Certaines s'estompent simplement, comme une porte qui se referme derrière vous et personne qui ne vous poursuit. Parfois, la chose la plus bruyante qu'une femme puisse faire est de s'en aller sans dire un mot. Il ne s'agissait pas seulement de divorce. Il s'agissait de se réapproprier une vie qui avait été tranquillement volée, morceau par morceau. L'ex n'a pas cherché la vengeance par la destruction. Elle a laissé la vérité parler. Alors, voici une question, avez-vous déjà gardé le silence pour maintenir la paix, pour finalement réaliser que la paix n'a jamais été la vôtre? Si cette histoire vous a ému, vous a interpellé ou vous a rappelé votre propre force, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Nous avons d'autres histoires vraies comme celle-ci.